J'ai le plaisir d'accueillir Irène Jacob et Riti Pan. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous rejoindre après la projection. Évidemment, pour tous ceux qui ont vu le film, on est tous un peu... Vous le savez, c'est pas un film facile. Alors, je vais peut-être commencer par Irène, puisque quand même, le but, c'est que elle va recevoir un prix dans quelques instants, et ce moment lui est dédié. Mais peut-être comment s'est passée la rencontre avec Riti sur ce projet, et en particulier sur l'idée de travailler avec lui. On s'est rencontré avec Riti à Cannes. Riti était président du jury de l'Œil d'Or. Et puis, voilà, ensuite, Riti pensait déjà à ce projet. Tu essayais de le monter depuis un moment déjà. Et quand Riti m'en a parlé quelques années plus tard, vraiment, j'étais super contente. J'adorais l'idée de travailler avec Riti. J'avais vu ses films. Enfin, je trouve que... Et puis, j'ai rencontré avec Riti Elisabeth Becker, la personne qui a écrit cette histoire, qui est une histoire vraie et qui est vivante, qui est toujours super activiste en ce moment contre Trump et contre toutes les déboires de la démocratie. Et voilà, donc juste pour dire, ça a été une expérience très forte, on va en parler plus, mais travailler avec Riti, pour moi, c'était vraiment une grande chance. Et c'est pour ça que j'étais vraiment contente aussi qu'on présente ce film ici. Je trouve qu'aujourd'hui, d'entendre ce film, on a vu 10 minutes avec Riti, là, on est arrivé là, et je me dis, waouh, voilà, je suis très fière de ce film. Riti Pan, vous travaillez... alors, je précise que vous étiez président du jury de l'Œil d'Or, qui est le prix du meilleur documentaire à Cannes, qui est un peu comme la Caméra d'Or, mais pour le documentaire. Et justement, vous naviguez dans toute votre longue carrière entre le documentaire et la fiction. Ce film en fait en quelque sorte une forme de synthèse de toutes vos formes d'expression, notamment le rapport aux figurines, puisque pour ceux qui n'auraient jamais vu un de vos films, il y a tout ce travail aussi avec la recréation des figurines. D'ailleurs, demain, à 19h, il y a L'Image manquante. J'allais y venir, exactement, aux galeries. Donc, si jamais, allez voir L'Image manquante, qui a remporté le prix Un certain regard à Cannes. Je le disais avant la projection, n'hésitez pas à aller voir ou revoir ce film extraordinaire, qui est plus du côté documentaire de votre travail. Vous travaillez aussi beaucoup sur la mémoire. Donc déjà, comment vous avez eu envie de raconter cette histoire en particulier qui vient de quelqu'un qui au départ l'a écrite, justement, Elisabeth Becker? Tout d'abord, bonne fête aux mamans et aux femmes, aux filles. Tout à fait. Fête. Bravo. Et, voilà, joyeuse fête et merci d'être là maintenant. Et oui, en fait, j'ai rencontré Irène au bistrot. Cannes, c'est tellement bourson que au bistrot, c'est mieux. En fait, je fais un film quand je n'ai pas posé tellement de questions ou documentaire ou fiction. Parfois, par exemple, L'Image manquante, vous allez voir, je partais d'un autre film qui sur la propagande, sur la langue de totalitaire. Et puis, au bout de 4 semaines, j'étais allé faire toute une histoire avec des petites figurines, l'histoire de mon enfance. Et ça dépend, les moments, ça dépend. C'est du cinéma, quoi. C'est des films. C'est à la fois ce que je défends le plus, c'est ma liberté, en fait. Ce projet-là, c'était pas comme ça non plus. J'avais rêvé d'une fortune d'Hollywood. Je me retrouve avec pas grand-chose, avec juste ça fait quelques années que je travaille sur le projet et voilà, on est parti. Au début, eux, ils ne savaient pas encore, ils étaient encore en Europe, puis on n'avait vraiment pas d'argent. Puis j'avais une autre idée, c'est qu'il arrive, tout ça sera filmé, ça aurait pu être filmé comme ça. Ils arrivent, puis je vais leur dire que voilà, il n'y en a pas d'argent.
On va faire le film comme ça. On apprend des choses. Voilà, on peut improviser comme ça. Ok. Et après, la productrice dit, t'es un peu radical là. Il faut te calmer un peu. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. Donc, je revois l'aéroport. Cet aéroport-là, c'est un vrai aéroport construit sous les Khmers rouges. Il y a 15 000 personnes au moins qui sont morts sur cette piste qui fait 60 degrés. Et ils ont beaucoup souffert, les techniciens et les comédiens, tout le monde. Un aéroport qui n'a jamais pu marcher, n'est-ce pas, Riti, parce qu'il était mal foutu. Oui, qui n'a jamais fonctionné, ou ils n'ont pas pu avoir le temps, mais tous les bâtiments sont là, donc personne ne savait vraiment où est la coopérative, où est le machin. Bon, à chaque fois, je dis, ça va être coopérative, ça, il va jouer au pétanque là, ou ça, il va traverser un pont ici. Et voilà, je revois cette géographie. Et puis, quand ils arrivaient, je leur racontais un peu l'histoire d'aéroport d'abord. Mais très vite, tout le monde était pris dans un lieu qui a parlé, qui a vécu, qui est une âme, quoi. Donc c'est à nous de traquer cette âme, c'est à nous de filmer. Après, je reviens au basique. Hein. Voilà, c'est en piste, on voit, il n'y a pas de mur, on voit à l'infini. Et ça sera le sujet, ça sera qu'est-ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, qu'est-ce qui est manipulation, qu'est-ce qui est, voilà, tout ce qui est le sujet qui est très actuel au fond, le sujet d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, et après eux, ils étaient très, très gentils, et elle faisait des films dans des conditions quand même très difficiles. Donc, parce que voilà, c'est un pays un endroit qui est encore une fois qui est habité par des âmes. Donc j'ai inventé des séquences quand il a vu des apparitions des enfants, par exemple. Les fantômes. Oui, les fantômes, mais c'était pas du tout dans le script comme ça, quoi. Donc j'ai dit bon, parce qu'il y a un assistant qui tombait, qui tombait, qui me dit oncle, il m'appelle l'oncle pour. Ça va pas. Il dit, t'as le Covid ou quoi? Il dit, non, c'est pas le Covid, je me sentais pas bien. J'ai la chair de poule, tout ça, il y a des âmes. Donc on a changé, c'était une scène plutôt très réaliste. Elle partait de l'aéroport, elle s'est fait attraper par les Khmers rouges, tout ça. Une scène très réaliste. Hein. On l'a filmé, mais on a fait autre chose en même temps. On a fait l'apparition et on a coupé l'autre après au montage, quoi. Donc voilà, j'essaie de m'adapter à ça. Je tenais beaucoup à cette liberté. Et ça, on ne va pas tout seul. Hein, il faut que les acteurs, les actrices qui accompagnent, il faut que les techniques accompagnent. Et moi, je suis plutôt élevé dans cette comment dire, c'est rien à voir avec documentaire ou fiction. C'est dans cette forme de liberté qu'il y a là Chris Macker. Quoi qu'on fasse, il fait son film, quoi, à sa manière, avec son récit, avec son débit de mots, avec son écriture, avec son montage. Voilà, je voulais faire ça. Donc, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu fiction. C'est beaucoup plus fiction qu'autre chose, que c'est joué. Mais en même temps, il y a une partie qui n'est pas jouée, que je suis incapable de jouer, ou qui est une partie où on utilise des archives, ou faire les figurines. Voilà. Mais alors, de l'autre côté, comment c'est de débarquer sur cet aéroport, enfin, jamais utilisé, même pas abandonné, mais jamais utilisé, et de travailler dans quelque chose qui est finalement, je dirais pas incertain, mais il y a un scénario de départ avec des séquences écrites, j'imagine, mais aussi d'autres choses qui se créent justement sur le travail, je ne vais pas dire l'improvisation, mais disons dans une création permanente et une adaptation. Alors, ce que disait Riti, effectivement, c'est que comme c'est une histoire qu'il a traversée lui-même à 13 ans, hein, c'est ça, pendant ces 3 ans de révolution, une histoire personnelle. Il ne peut pas faire un film comme s'il allait faire une représentation ou raconter une histoire, une fresque. Il faut que ce soit... c'est vécu tellement de l'intérieur de la part de Riti et d'ailleurs de la part de toute l'équipe qui était avec nous, qui avaient tous, parce qu'il n'y a que 40 ans seulement cette histoire, donc il y avait tous une maman ou un père ou une famille, un membre de la famille qui était lié à cette histoire. Et donc on ne peut pas faire ça juste comme si on racontait une grande histoire. En fait, on sent qu'on travaille avec, comment dire...
avec des émotions qui sont très fortes, encore présentes sur le lieu. Alors on est un peu dans nos petits souliers, nous, les 3 Français, et on était aussi à l'écoute en fait de cette histoire qui est, par exemple, quand il y a les enfants soldats. Réti, tu allais prendre des enfants qui étaient dans une école pas loin, et de voir ces enfants qui dans une école de sport, parce que tu voulais qu'ils avaient l'air voilà, assez vaillants comme ça. Mais de les voir, eux, qui n'avaient pas connu cette histoire, mais peut-être qu'ils l'avaient connue par leurs grands-parents, mais est-ce que leurs grands-parents leur avaient dit? Et ça, c'est quelque chose encore, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des réalisateurs qui réalisent des histoires, mais Réti, c'est plutôt qu'il laisse une place pour que ces histoires existent, malgré le silence, l'oubli, la douleur. Et tu viens un peu donner cette place à ces histoires. Alors nous, effectivement, comme comédiens, là-dedans, on ne peut pas dire après, à la fin de la prise, alors Réti, elle était bien, je peux en refaire une autre. Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout l'esprit pour Réti, parce qu'il aurait l'impression de jouer avec quelque chose qui est sa terre, qui est son... Et nous, on ne peut pas faire aussi comme si on venait juste être comédien. D'ailleurs, il y a ce rapport aux petites marionnettes que tu as fait de chacun de nous, et tu disais effectivement elles ont peut-être encore plus leur légitimité que nous de raconter cette histoire, puisqu'elles sont faites de la terre de cet endroit, et elles sont cet endroit. Alors voilà, pour moi l'inspiration effectivement c'était vraiment de penser en lisant le livre d'Elisabeth Becker et de se rendre compte que elle, quand elle est allée au Cambodge, elle connaissait le Cambodge. C'était rare qu'une femme soit commanditée pour venir là, donc elle savait qu'on lui avait offert une fenêtre de tir où il fallait pas qu'elle merde. Et elle disait, il faut que je puisse voir ce qui est à voir. Et on va me donner tellement de propagande que je ne vais plus rien y voir. Et donc, elle note tout dans un carnet. Elle m'expliquait à quel point, si elle notait pas, elle se demandait, est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? Enfin, comme l'histoire des crocodiles, comme disait Réti, la vérité est trop... Il faut beaucoup d'imagination pour accepter de voir la vérité. Cette vérité est tellement inimaginable qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Et Elisabeth Becker disait, c'est seulement quand elle est rentrée qu'elle a pris conscience de l'histoire qu'elle venait de vivre. Donc voilà, moi je me basais un petit peu sur ça. Et puis on essayait tous, on voyait qu'aussi il y avait une grande créativité aussi de l'équipe de Réti qui voulait faire aussi un film de cinéma avec des plans parfois qui étaient extraordinaires, comme quand on voit Grégoire Collin qui marche devant cette manifestation. Ah oui, et puis Pol Pot, aucun acteur voulait jouer Pol Pot. C'était impossible d'en trouver un. Donc c'était la grande panique, qui allait le faire, et personne ne voulait le faire. Et bon, voilà, on dévoile quand même, mais Réti ne voulait pas que Pol Pot passe par lui. Vraiment pas, tu voulais pas lui montrer un visage. Et c'est vrai parce que Elisabeth Becker dit, quand on se trouve en face de Pol Pot, on se trouve devant quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas. Il nous dit un poème, il torture. C'est très très difficile. Alors finalement, de mettre ce personnage dans l'ombre, Réti, vraiment les conditions techniques et les conditions humaines ont fait que finalement ça a été l'image juste pour... Il dit ça comme ça, hein, mais elle est super bosseuse. C'est une actrice que vous avez raison de donner un prix ce soir. Vraiment, je suis hyper content quand elle m'a dit j'y vais, machin, est-ce que tu viens? Je dis je viens. C'est ce tu as beaucoup travaillé depuis Paris, elle m'envoie des trucs, elle lit, elle rencontre d'autres journalistes, d'autres reporters. Il faut cet énorme travail de préparation pour pouvoir déchiffrer les petites choses, les détails, ces petites émotions rares, que si vous n'êtes pas... le travail, c'est comme un entraînement. Si vous n'êtes pas entraîné à percevoir cette petite vibration, vous aurez loupé, parce que je n'ai rien d'autre qu'une piste de l'avion, quoi. Donc il faut s'exprimer par ça, et il y en a qui ne veulent pas travailler, d'autres qui travaillent, sont leur façon de préparation. Mais ils étaient très, très respectueux vis-à-vis du lieu, vis-à-vis du pays, vis-à-vis de l'histoire de ces gens-là, quoi. Et puis Pol Pot, voilà, Pol Pot, si vous prenez les archives Pol Pot, c'est un type très bienveillant, plutôt bel homme, cultivé, souriant tout le temps. Est-ce que vous allez jouer ça ou pas? Bon, moi, je m'engage à dire non. Et ce n'est pas un hasard que les comédiens me laissent tomber
1 ou 2 semaines avant le tournage. Donc je respecte tout à fait, et ça me fait réfléchir en fait pourquoi il ne veut pas le faire. Donc quand quelqu'un ne fait pas bien ou ne veut pas le faire, il doit avoir une raison quelque part. Donc c'est à ceux qui veulent faire un film de réfléchir ensemble, de trouver une expression ou je sais pas quoi, une façon de le faire, quoi, d'une manière de plus forte et je veux dire plus poétique possible, y compris quand dans le barbarisme on a besoin de certaines images poétiques pour l'exprimer en fait. Il y a un élément important dans le film, c'est évidemment les images d'archives. Vous avez un lien très particulier aux archives puisque vous avez créé un institut, enfin une vraie cinémathèque, Bopana, le nom d'ailleurs qu'on entend. Vous êtes aussi un vrai amateur d'archives, vous. Hein? Vous êtes un vrai Oui, amateur oui, d'archives. oui, bon, oui, non, mais enfin, elle aussi, Un peu, justement, un peu. et maintenant qu'elle est présidente de l'Institut Lumière, Un peu. elle aussi. Donc, mais justement, je voulais savoir quel rapport, comment au fond elles sont arrivées dans le film, parce que entre, on va dire, la superproduction hollywoodienne et quelque chose qui justement fait que les éléments sont disparates, il y a des éléments en couleur, il y a des éléments. Pas, moi j'aime bien le cinéma, hein, mais j'ai fait un peu de Khmer Rouge, enfin pas mal. Parce que c'est mon histoire, et puis c'est aussi ce qui m'amène au cinéma, en fait, hein, comment raconter une histoire, même compliquée, même difficile. Mais j'ai produit des films d'Hollywood aussi. Et c'est marrant d'avoir tant de moyens, etc. Mais ce film-ci, c'est pas tellement... Je sais pas si... Je crois que c'est la meilleure formule pour cette... Et je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au fait que voilà, ce moyen-là, comment adapter à ça. Les archives, moi je couche avec les archives, je dors avec les archives, quoi. Moi, j'ai mon bureau, mon lit et mes archives, quoi. Je peux lire, relire. Les archives, c'est comme les lumières fossiles, comme les étoiles, quoi. C'est partie à laquelle peut-être la lumière me parvient, mais les étoiles peut-être mortes. Les gens dans les archives sont peut-être morts. Certainement, la plupart d'entre eux. Mais une espèce de réminiscence comme ça, l'image fossile, j'aime bien cette manière de voir, les lumières fossiles, l'image fossile. Et je trouve toujours un truc, je trouve toujours une manière. Il m'arrive souvent de monter le même archive plusieurs fois, dans plusieurs films, même montage souvent aussi. Parce que comme je disais, comme les gens oublient toujours, je vais remettre encore une fois, et personne n'a vu, c'est les mêmes. C'est les mêmes archives, même montage, et puis mais il prend un autre sens, parce que c'est un autre montage. Voilà. C'est passionnant, les archives. Là, je viens d'en trouver quelques bobines encore, qui est vraiment incroyable, quoi. Parce que justement, vous continuez à chercher des morceaux, des traces de la mémoire du Cambodge. Oui, mais parce qu'on efface tous les jours la mémoire, on va tellement vite. Avec notre tweet, notre machin, Instagram, et moi j'adore les tweets, hein. Je lis des trucs, j'agis. Mais je Il est très actif sur les tweets et les Instagram. Je me suis effacé, en fait. Plus ça va vite, plus je m'efface. Alors, les archives, c'est presque une condition d'existence. C'est de retourner, de voir l'image, de voir les... Et puis, c'est une époque où on peut manquer un film. Maintenant, on ne manque plus rien. Il y a des caméras partout. Pour 20 €, vous avez 100 ans de roche, 100 heures de roche. À l'époque, 12 minutes, ça vaut de l'argent, quoi. Donc, parfois, vous manquez une occasion. Parfois, vous ne manquez pas. Et cette truc de manque, ça se voit dans comment ils fabriquaient les images dans les archives, quoi. On doit vraiment réfléchir pour faire certaines choses. Même les archives... des Khmer Rouges, quoi, même les archives d'Hitler, quoi. C'est intéressant de les décrypter. Moi j'aime beaucoup, et je ne sais pas, mais j'aborde la partie difficile je m'approche à la fin, plus l'âge avance, plus on y va. J'aimerais bien aussi faire des comédies musicales ou des trucs comme ça, quoi. Je me dis des fois, on va se taper une comédie musicale, tiens, ou un truc rigolo, quoi, pour changer un peu. Ouais, mais j'aime le cinéma. J'ai appris à aimer le cinéma. Avant, je connaissais rien. Je suis venu au cinéma vraiment.
Mais je le rappelais au début, en fait, c'est en France, vous allez faire l'IDEC, et donc c'est en France que vous avez vraiment découvert le cinéma, en Au ayant lycée. quitté le Cambodge dans des conditions Ouais. que l'on sait difficiles. J'étais au lycée, j'emprunte les histoires des autres pour raconter mon histoire. Donc, j'étais incapable de raconter mon histoire. Donc, je peignais Auschwitz, je peignais les camps à Chabrila, tout ça, Chatila, tout ça. Tous les conflits du monde, je les peignais. Et après, mon professeur de dessin il me dit ouais, tiens, prends une caméra, débrouille-toi. Et j'ai fait la boom 6 ou le boom 7, quoi. J'ai filmé l'histoire de la boom, quoi, de Pinotto avec les élèves. Et ça fait marrer. Et il dit mais c'est bien, ça fait marrer les gamins, quoi. Donc j'ai commencé à dire peut-être c'est pas mal que je parle pas le français, j'écris pas, donc peut-être L'histoire de la boum. Non, Tu veux dire un oui, c'est baiser, quoi. Un remake, enfin une forme de... Ouais, une histoire les d'amour, quoi. collégiens qui font les booms, d'accord, quoi, ok, tu vois, d'accord, ils sortaient dehors de la classe, tout ça. Et puis après, je fais mon premier petit court-métrage. Comme je connais rien, j'ai filmé un poème de Prévert, le type qui vient prendre petit-déj, puis qui se parle pas avec sa femme, qui se bat. J'ai fait cette histoire-là, parce que en fait, je ne connais pas la langue. Et puis il y a un gars qui était un grand monsieur, qui allait à la maison de cinéma du Cambodge. Il y avait Boviala, il y avait Godard qui vient squatter là-bas, faire des films à la maison de cinéma de Grenoble. Et ce monsieur qui voit le film, qui dit tiens, tu as quelque chose de Bresson. Je ne connais pas qui c'est Bresson. En fait, on ne parle pas parce que je ne parle pas la langue, c'est tout. Et Bresson, il parle très peu dans ses films, en fait. C'est comme ça que le cinéma débarque. L'IDEC, alors. Tu étais à l'école de cinéma. L'IDEC, j'étais assez malheureux, au fond. Parce que, d'abord, il faut être gosse de riche pour faire le cinéma. Je n'avais pas d'argent. Il faut, comme ça, hein. Il faut studio, machin, ne pas travailler, tout ça. Et j'avais besoin d'un job. Hein. Donc, de temps en temps, je viens bosser ici, à la fondation Paul Sacher, je me souviens. L'abri atomique pour les partitions. D'accord. Oui, je travaille là-bas, mais je fais des films, tout ça. Quoi. Mais ce n'est pas la faute de l'école, c'est ma faute. Je n'ai pas de culture du tout. Non. J'ai aucune culture de cinéma, entre autres. Donc, c'était 3 ans où on a la chance, on a une carte, on voit des films gratuits. Donc, je vois les films. Quoi. Ouais. Et puis, tu disais que c'était aussi Charlotte Delbo qui t'avait autorisé, d'une certaine façon, à raconter des films. Oui, c'est son nom dans le film. Lise Delbo, ça vient de Charlotte Delbo. Delbo. Ouais. D'accord. Donc, c'était, Charlotte Delbo. C'était une résistante. À l'époque, on va à la FNAC, on fouine, quoi. On regarde un livre, un deuxième. Et je passe ma vie à la FNAC et au cinéma, quoi. Parce que, en fait, j'avais des années noires comme ça, et puis je découvre qu'il me manque de tout. Il me manque la lecture, il me manque les films, il me manque la musique. Et j'ai découvert comme ça Charlotte Delbo, que très peu de Français ont lu, d'ailleurs. Et j'étais devenu le parrain de l'association de Charlotte Delbo, parce que j'ai une manie de lire Charlotte Delbo tout le temps qu'on m'invite à l'antenne. Avec la radio, lisez-moi un poème de Delbo. Et comme ça, les journalistes étaient très gentils avec moi, ils lisaient. Et après, voilà, j'étais devenu un type qui fait connaître un peu Charlotte Delbo. Mais tu disais qu'elle elle t'autorisait aussi à utiliser de la poésie sur une histoire horrible. Oui, en fait. C'est elle qui dit que voilà, sans poésie, on ne peut rien faire, quoi. Donc, à sa manière, quoi, parler. Et je vous recommande les trilogies de son livre, qui est de Charlotte Delbo, qui est vraiment d'une puissance incroyable, quoi. Incroyable. Parce que quand tu as commencé à faire tes films, il n'y avait personne qui avait vraiment envie de raconter cette histoire. C'est ta soirée à toi, je te signale. Hein. Oui, non, mais je vous dis, je vous laisse. Hein, vous recadrez, s'il vous plaît. Oui, je vais recadrer, chef. Je recadre, chef.
Pour revenir juste un tout petit peu, enfin parce que c'est quand même un lien, c'était une question dans les derniers films que tu as fait, tu as travaillé avec Riti, qui est quand même un film qui politiquement est sur à la fois ce qu'il dit aujourd'hui, sur la vérité, les mensonges, sur la guerre, sur la violence, sur la révolution, qui est essentiel. Tu as aussi fait 2 films avec Amos Gitaï, cinéaste israélien qui lui aussi est très engagé, et donc et qui est aussi loin, enfin, qui est lui aussi entre le documentaire et la fiction, on ne se pose plus la question, c'est des films. Donc, finalement, tu t'intéresses de plus en plus à ces manières de faire et de dire le monde différemment, avec peut-être plus de pertinence aussi qu'une simple fiction extrêmement classique. Puisque tu parles, c'est vrai que ce soit Amos Gitaï qui, depuis plus de 40 ans, fait des films sur le dialogue, en essayant toujours dans ses projets d'avoir et palestiniens et voix israélienne, de toujours. C'est quelqu'un qui a une pensée longue sur ce sujet. Et de même, Riti, ça fait 40 ans. Donc, quand on travaille avec quelqu'un qui a une pensée longue sur un sujet, qui se méfie des raccourcis, qui se méfie des salades grecques, qui se méfie de s'approprier tout d'un coup une révolution, qui est très, 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 comment dire, vigilant sur les dérives du totalitarisme ou de la... Alors, c'est presque un peu, comment dire... Enfin, quand j'écoute, par exemple, Riti, c'est quand même, je me dis, tiens, c'est une boussole pour moi. Parce que je me dis qu'il a cette pensée qui vient d'un vécu et qui... c'est pas de la dernière pluie, et je vais pouvoir peut-être m'appuyer peut-être pour comprendre quelque chose, parce que c'est vrai que c'est très très difficile, on est dans un monde qui est très difficile à comprendre, et la propagande, puisque c'est le sujet de ce film, enfin quand même aujourd'hui, elle est aussi, comment dire, elle est même plus masquée, comme quand on voit cet éléphant dans le film, ou quand on voit Pol Pot qui se promène comme ça sur la piste d'aéroport, enfin, des choses, c'était vraiment ça, c'était la propagande au grand jour, on n'essayait même pas de leur masquer un tout petit peu la propagande. Et je me disais, dans ces moments-là, comme tu dis, moi aussi, quand j'ai la chance de pouvoir travailler sur ce genre de... Enfin, avec cette expérience-là, et puis d'essayer de faire du cinéma aussi. Hein, moi, c'est du cinéma. Hein. Mais toi aussi, Riti. Pardon, mais juste pour compléter, après je te laisse. Le Houses, c'est quand même un des premiers rares, il y a 40 ans, 50 ans, Israéliens qui parlent comment ils ont viré les Palestiniens chez eux. C'est Amos, personne d'autre. C'est Houses. Après, vous avez récemment Rabin. Il faut être courageux quand même pour faire un film comme Rabin. Voilà, c'est juste pour dire ça. C'est trop facile maintenant. La discussion est trop radicale. Il faut changer son camp, tout ça. Mais remontez voir Houses. Houses, qui a fait l'objet d'un spectacle que tu as interprété d'ailleurs aussi au théâtre. Donc en plus de ça, il y a cette double dimension qui apparaît de plus en plus dans ton travail. C'est vrai que, comment dire, c'est pas... pourtant, comme je suis un peu... Je suis pas quelqu'un de spécialiste, dans le sens, moi aussi, je perds vite la boussole. Enfin, au contraire. Mais là, je reviens effectivement de Madrid, où j'ai joué Golem, justement, avec de nouveau une troupe avec Amos Gitaï. Et c'est vrai que c'était quand même, je me disais, on était sur scène, il y avait un Iranien au Centaure, 2 Palestiniens, 2 Israéliens, 2 qui n'ont pas pu voyager à cause de la guerre. Ça parlait russe, ça parle arabe, ça parle hébreu, yiddish, espagnol. Je me disais, c'est vrai que ne serait-ce que juste ça sur un plateau, et c'est pas facile, hein, parce qu'on pourrait dire, ah oui, c'est facile, on met la recette, tout le monde ensemble. Mais non, c'est pas facile, c'est pas simple pour chacun de travailler ensemble. Ça veut dire accepter ces différences, mais en même temps, le groupe était tellement beau et tellement fort. Voilà, comment dire, c'est pas que... Quand il y a une expérience comme ça, moi aussi, c'est une expérience qui me nourrit aussi en tant que citoyenne, parce que je pense que tout le monde ici dans la salle aujourd'hui, enfin, tous les jours, on nous demande une opinion, on nous demande qu'est-ce qu'on ressent, et on est perdu, on ne sait pas très bien comment... donc, même Elisabeth Becker, elle était perdue. Enfin, je veux dire, même Florence Aubenas, puisque tu sais, j'en avais parlé beaucoup avec elle, elle me disait si elle notait pas tout dans un carnet. Grande journaliste, hein, voilà. Grande reporter, merci. C'est vrai. On pourrait croire que la raison vacille facilement.
et la lucidité aussi. C'est un effort constant. Et puis d'apporter effectivement aussi des messages de lumière, puisque d'ailleurs ce festival est sous le signe Hope, on peut dire espoir, c'est-à-dire peut-être des spectacles qui parlent du conflit, de la difficulté, sans le montrer forcément. Comme tu parlais d'Amos, ou comme pour Riti, c'est vrai que c'est pas des films où on voit des catastrophes et des bombes Pourtant, elle est là sous-jacente. En fait, elle est là aussi. Et c'est plutôt des films qui sont amenés aussi pour la réflexion aussi. Enfin, j'espère. Je me demande ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Peut-être. Je sais pas s'il y aura des. Juste encore peut-être pour revenir, pour continuer dans cette même direction, parce que finalement, on parlait de ce rapport aussi à la vérité. Quand tu as commencé ta carrière, après quelques rôles, enfin 2 rôles chez, quand même, Jacques Rivette et Louis Malle, mais finalement, il y a un moment donné où cette rencontre importante avec celui que tu as qualifié dans certains entretiens ton mentor, quelque part, qui est Christophe Kieslowski. Enfin, c'est de l'autre côté du rideau de fer. On est encore à l'époque soviétique. Et donc, finalement, dès les débuts, tu te retrouves avec un cinéaste qui travaille beaucoup sur cette question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tu as tout à fait raison. C'est vrai que je me disais, moi-même à 20 ans, je me disais, tiens, je ne suis pas quelqu'un... Je voyais des gens qui étaient très engagés. Je me reprochais peut-être moi aussi de ne pas être suffisamment engagée, mais je ne savais pas non plus dans quel sens. Enfin, comment dire, j'étais pas... Et en fait, c'est vrai que j'ai très vite rencontré des gens qui étaient engagés dans leur vie, tout simplement, parce que c'était comme ça, il n'y avait même pas la question qui se posait. Et c'est vrai que j'ai commencé le cinéma donc en 88, 89, la chute du mur de Berlin, les frontières s'ouvrent et jamais j'aurais imaginé rencontrer un réalisateur polonais. Ça ne se faisait pas, on n'imaginait pas. Et tout d'un coup, il y avait cette soif de toute l'Europe de travailler ensemble, l'envie de rencontrer ces réalisateurs, Kusturica, enfin, je veux dire, tous ces réalisateurs qui venaient de l'Est, on avait envie de faire des coproductions, enfin tu le sais, toi aussi comme tu les connais bien. Et voilà, c'est vrai que tout d'un coup, ça a été... ça a été un moment très fort. De voir aujourd'hui les frontières se rebaisser, c'est vrai que c'est très, très bizarre. Quand on a connu justement l'ouverture, moi j'ai commencé vraiment au moment de l'ouverture de l'Europe. Donc oui, alors Christophe Kieslowski, justement, qui avait été très engagé avec beaucoup de documentaires, justement, qui travaillait avec la censure polonaise à ce moment-là, et qui s'est dit finalement, moi, mon terrain de cinéma, ça va être l'intime. Donc il a quitté le documentaire pour aller presque mettre sa caméra comme un microscope et filmer comment les gens vivent. Parce que peut-être qu'il se disait que au-delà de tout ce qui pouvait croiser, mais par contre, comment est-ce que les gens vivent, ça peut devenir très politique. Si on le faisait en documentaire, on mettait les gens en danger, comme on le voit d'ailleurs dans Rendez-vous avec Pol Pot. Donc très vite, on est responsable, il faut faire attention. Mais il y a une façon finalement qui a été développée chez Christophe et que je retrouve aussi chez Riti, c'est dans le sens que quand il y a une censure ou quand il y a il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas dire les choses juste crûment. Donc on dit la moitié de la phrase et le public continue et interprète le film et nourrit le film de sa propre expérience, de sa propre histoire. Et ça, c'est vrai que c'est travailler aussi avec le mystère. Et alors, est-ce que c'est politique, le mystère ? Est-ce que c'est d'être engagé politiquement, de se dire qu'on a chacun un mystère et qu'avant de juger, il y a quand même une part de mystère qu'on doit aussi questionner comment les gens vivent et comment est-ce qu'on peut faire des ponts, comment est-ce qu'on peut se toucher. Ça, c'est plus ce qui m'intéresse. Au fil de ta carrière, il y a eu beaucoup de voyages, à la fois voyages physiques, enfin je veux dire, tu as tourné un peu dans le monde entier, mais dont le Cambodge, ça c'était une première, mais il y a aussi eu d'autres expériences, justement, on a évoqué un peu le théâtre, mais ça vient de loin le théâtre, parce que tu en as fait beaucoup durant toute ta carrière, avec des metteurs en scène importants, et des spectacles finalement très, très différents. Je crois que tu étais revenu ici il n'y a pas très longtemps avec Thomas Ostermeyer, voilà. Vous m'avez dit, oui. C'est quoi finalement l'importance du théâtre pour toi, d'être toujours justement à ce contact avec des comédiens, comme tu l'évoquais l'autre jour à Madrid?
Oh, moi, j'adore le cinéma, hein, il faut le dire, c'est vrai. J'ai commencé au théâtre et j'ai fait une école de théâtre parce que je ne savais pas que j'allais rencontrer le cinéma. C'est pas comme si on pouvait se dire, tiens, j'ai envie de rencontrer. Enfin, on ne sait pas très bien. Donc, j'ai commencé au théâtre, puis j'ai rencontré très vite des metteurs en scène de cinéma qui étaient vraiment, qui m'ont vraiment ouvert un chemin. Mais le théâtre. Aujourd'hui, c'est des façons où je peux aussi aborder des rôles comme ça pendant 1 an, sur une longueur de temps. Et ça me plaît, parce qu'évidemment, quand je fais un rôle comme dans le film Rendez-vous avec Pol Pot, où c'est un premier rôle, enfin ensemble, enfin un rôle principal, on est là de jour 1 jusqu'au dernier jour. C'est des aventures extraordinaires, parce qu'on suit toute l'histoire d'un tournage. Mais si on nous demande, par exemple, plusieurs fois de venir faire un rôle pour ici 1 semaine, ici 3 semaines, on ne participe pas à toute l'aventure. Alors c'est chouette aussi d'avoir du théâtre où on prend un texte et puis on l'a dans sa poche pendant 1 an, enfin on l'étire, quoi. Ça fait aussi, comment dire, une expérience où on a l'impression de pouvoir déployer ses ailes plus longtemps, plus largement. Et alors, dans tout ça, la musique, parce que toujours la scène, c'est tu chantes, tu dis, tu travailles autour de la scène. Tu as été aussi, tu as travaillé aussi sur des spectacles musicaux où tu parles et où tu es narratrice. Il y a récemment la tournée que tu as fait avec Keren Anne et qui vient sauf erreur de temps en temps. Et on va jouer à Genève d'ailleurs une semaine à un moment. Ouais, c'est ça. C'est QFD. Quelle est cette partie peut-être plus... Je ne sais pas si c'est plus personnel, peut-être plus intime encore, parce que tu n'es pas au service d'un film ou d'un spectacle, mais tu es au service on va dire, de quelque chose qui t'est peut-être plus proche. Kerenan, pour en parler, puisque c'est quelque chose de tout à fait récent, enfin, ça fait 5 ans qu'on développe un spectacle qui est en édition nouvelle, chaque fois renouvelé, avec la poésie, puisqu'on aime toutes les deux beaucoup la poésie, et puis la musique. Bon, elle est chanteuse et musicienne, comme vous la connaissez certainement, enfin, en tout cas. Et on est, voilà, on s'est dit, voilà, la poésie, ça peut être aussi, comment dire, un itinéraire de la vie quotidienne, très moderne. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement pour le dimanche soir dans son salon de lecture. C'est dans le bus, enfin, je veux dire, c'est sur les routes. Et donc, on a eu envie de faire ce spectacle qui s'appelle Où es-tu ? Et ouais, on aurait bien envie de continuer édition après édition, en fait. Justement pour vous dire de la poésie, mais que les gens ensuite quand ils sortent ils disent on m'a parlé de moi, enfin on m'a parlé de ce que je vis, on m'a parlé de, enfin c'est pas, voilà, ça reste pas dans une étagère, enfin ça redonne à la poésie de la liberté et l'espace aussi qu'elle donne et l'élan qu'elle porte. Enfin on essaye en tout cas de traduire notre connaissance. Il y a aussi quelque chose de l'intimité, non ? Ah ouais, c'est vrai que, ouais, dans le sens que j'aurais envie de dire que faire du cinéma ou être actrice, pour moi, les histoires, c'est vraiment, comme on pourrait dire, un ami imaginaire. C'est-à-dire qu'un livre, il nous accompagne. Parfois, il m'est arrivé de dormir avec un livre dans mon lit, parce que j'avais pas très rassurée quelque part. Et en fait, je me dis que les comédiens, pour moi, je me sens un peu comme une amie imaginaire. Dans le sens que pour le temps d'un spectacle ou le temps d'un film, je dis voilà, je pleure comme toi, ou je ris comme toi, ou je doute comme toi, ou je pense pas comme toi, mais on peut en parler le temps de ce film comme ça. Enfin, c'est cette façon en fait dans une intimité avec un spectateur évidemment, auquel on pense, auquel on s'adresse, où on est dans une relation où moi je le sens très fort en tant que spectatrice. En tout cas, j'ai beaucoup d'amis imaginaires quand je vois les films, et ça compte pour moi d'ailleurs énormément, quoi. Ce sont des rencontres, d'ailleurs festival 7e art, les rencontres. Voilà, non mais ça porte bien son nom. Et un autre élément encore, toujours, on est en train comme ça de faire un peu un tour de la carrière, il m'a donné l'ordre, c'est l'écriture. Tu as écrit un livre, Big Bang. Alors, pourquoi te mettre... on comprend déjà ton lien avec le mot, avec l'écriture, mais écrire un livre, c'est quand même aussi un engagement, voilà, il doit y avoir quelque chose derrière, un désir, une envie. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Tu as raison, parce qu'écrire, ça prend beaucoup de temps. Marie-T le sait, puisqu'il a écrit 3 livres, 4 livres. 4 livres, d'accord, que je vous conseille ardemment, avec Christophe Bataille, dont le dernier, Les Fantômes. Mais en fait, voilà. Mais moi, pareil, donc, pareil, non.
différemment. Je veux dire, c'est vrai que j'ai tellement, comment dire, je me dis, j'aime les histoires et que ben, quand on m'offre une histoire, je plonge dans cette histoire, je fais des recherches sur cette histoire. Et dans les moments où je ne suis pas plongée dans une histoire, alors j'en écris une. Ou, comment dire, c'est une façon peut-être... ben, justement, c'était une chose, je me disais que j'avais envie de partager aujourd'hui, s'il fallait partager quelque chose par rapport justement à cette venue ici à Lausanne aussi. Et ce prix, c'est que je me disais, mais si un jour on disait, bon, ben, c'est fini les histoires, on n'a plus d'histoire là. On arrête les histoires, c'est fini. Ça a assez duré. Mais ce serait impossible. Je ne pourrais pas imaginer un seul jour sans une histoire. Enfin, c'est pas possible. Je me dirais, non, mais je me sentirais mais complètement perdue. D'ailleurs, la première chose que font les régimes totalitaires, c'est de virer toutes les histoires. Et qu'est-ce qui nous reste du passé? Les histoires, comme par hasard. Donc ces histoires, si elles sont là et si on les aime, c'est parce qu'elles sont super, ce sont des densités d'énergie énormes. Et ben, je le ressens comme ça, c'est-à-dire que ben, quand je suis pas embarquée dans une histoire de quelqu'un, ben, alors je vais quand même écrire quelque chose parce que je vais, comment dire, ça m'aide à mieux comprendre le quotidien. Tu comprends ça aussi, enfin de le mettre, voilà, de le faire réfléchir avec une histoire. Et je remercie tous les gens qui m'ont raconté des histoires et qui continuent à me raconter, bien sûr. Et je me dis que vous tous, enfin, je veux dire, les histoires que vous racontez, je sais pas, chez soi, au travail, dans le bus, enfin. Toutes ces histoires, pour moi, je trouve que c'est un métier génial. Mais en écrivant le livre, il y avait quand même un rapport aussi personnel, j'entends, sauf erreur, il y avait quand même un peu l'idée de rendre indirectement hommage à ton père par rapport à... Enfin, déjà, le titre en est un petit peu un hommage. Rappelons quand même qu'il il est physicien, enfin, c'est une grande figure, et que si tu es genevoise aussi d'adoption, c'est ben voilà, il était au CERN, quoi. Alors oui, j'ai grandi voisine du CERN, on va dire. J'ai grandi à Genève et je crois que d'ailleurs j'ai un de mes frères qui est ici, qui habite Riez, et mon neveu aussi qui sont ici. Donc comment dire, la Suisse. D'abord, moi j'ai grandi en Suisse et puis une partie de ma famille, donc mon frère, mon neveu sont ici aussi, vivent encore ici. Mais oui, on a grandi à côté de l'accélérateur de particules. Et avec Big Bang, j'ai eu envie de raconter une histoire qui était que... Et en même temps sur le mystère de quelqu'un qui est mort, mais dont la présence est tangible et visible. Enfin, pas invisible, mais tangible. Et puis, quelqu'un qui va naître, mon deuxième fils, et dont la présence est tangible, bien qu'invisible. Et comme l'accélérateur de particules et la physique quantique, c'est vraiment sur l'invisible et le visible... thème que Riti aime bien aussi. Enfin, eh bien, j'avais envie de parler de ça parce que c'est vrai que pour moi, je dois dire que bien que nous avons des histoires très différentes, hein, avec Riti par exemple, mais le mystère ou les fantômes ou ce qui est invisible ou tout ce qui se passe, qui franchement pour moi, est une grande, comment dire, à la fin de la journée, ce que disait Christophe Kieslowski, d'ailleurs, quand on lui dit bah, comment ça va, tu vas pas dire j'ai vu une lumière à ce moment-là, puis je me suis sentie un peu comme ça. Et pourtant, c'est ça les grandes énergies de la journée, en fait, souvent. Enfin, c'est pas toujours comment dire, des événements extérieurs. Il y a plein aussi d'événements. Voilà, j'avais envie de rendre hommage, en fait, à ce que c'était que la lignée de mettre au monde et puis la lignée de perdre quelqu'un et qu'est-ce que c'était que d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous, à l'univers mais d'une façon très concrète puisque c'est incarné complètement aussi. Finalement, ce qui rejoint un peu ce que vous disiez par rapport aux esprits tout à l'heure et cette séquence qui est née avec les fantômes dans le film qu'on a vu. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée peut-être, c'est parce que tu as récemment vécu une expérience qui t'a valu un prix d'ailleurs à Soleure, c'est la série, tu en as fait plusieurs, tu as travaillé beaucoup pour aussi la télévision et pour des séries et je pense que typiquement, c'est intraçable. Hein. Intraçable, qui est encore, je crois, visible sur Play Suisse, hein, pour rester qui maintenant, voilà, vu que la votation a passé.
comment c'est pour toi, justement? Parce que tu es revenu souvent en Suisse pour tourner cette série. Donc, il y a un rapport au personnage qui est un peu différent entre une expérience de long métrage, peut-être plus concentrée, même si vous en avez beaucoup parlé, et celui d'une série où c'est un personnage qui est là, très présent, mais à la fois avec des allers-retours. Comment tu le construis, un personnage comme ça? Est-ce que ça change beaucoup par rapport à un film de 1h30, 2 heures? Oui, alors effectivement, toutes les séries elles n'ont pas toutes les mêmes dynamiques, c'est vrai. Mais bon, elles ont une dynamique qui est constante, c'est que ça va très vite et que on n'a pas beaucoup de prises. Mais c'était aussi le cas du film de Rendez-vous avec Pol Pot, parce qu'on n'avait pas beaucoup de prises ni ça allait vite aussi. Hein, mais voilà. Mais c'est vrai que dans la série, ce qui est incroyable, c'est que oui, on peut commencer, par exemple, à tourner, par exemple, le premier jour, 10 scènes. Alors là, c'est le moment où tu le quittes, là, c'est le moment où tu l'engages, là, c'est le moment où tu pètes les plombs, là, c'est le moment où tu prends ta retraite, là, c'est le moment comme ça. C'est vrai que c'est un peu spécial. C'est important d'avoir un bon metteur en scène qui, lui, garde le cap et qui peut nous diriger, parce qu'il y a un moment où, enfin, je veux dire, on perd un peu on perd un peu voilà, la situation et la logique, mais voilà, ce qui est plaisant dans une série, c'est le côté personnage. Et là, je devais jouer une inspectrice, donc un peu genre Columbo. Moi, j'adore Columbo. J'aimais bien que ça soit une Columbo femme et qui parle de mon mari, me dit toujours, comme Columbo parle de sa femme. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je trouvais que c'était un très beau personnage. Cette personnage qui est censé aller à la retraite et qui le prend genre très cool, mais pas du tout. Et qui ne va pas y arriver du tout, alors qu'elle veut se la jouer, qu'il faut laisser la place aux autres et que c'est bien, qu'il y a un temps pour tout, mais qu'en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était très beau, cette contradiction. Je me voyais tout à fait, je comprenais très bien. Donc, j'ai beaucoup aimé faire ça. La genevoise, on va dire, d'adoption que tu es à partager l'écran avec un Lausannois, sur un film d'une expérience que vous allez réévoquer demain en lecture à la Fondation Jan Michalski. C'était Par-delà les nuages de Michelangelo Antonioni, secondé par Wim Wenders. Encore un de ces cinéastes, tu as travaillé avec Theo Gangolopoulos et plein d'autres immenses cinéastes, évidemment Ritipan, évidemment Osgitaï. Mais que peux-tu dire de cette expérience? Ah oui, alors ça, c'était incroyable, puisque avec Vincent Pérez, donc, qui est le directeur et le président de ce festival, et qui m'a proposé de venir cette année. Et on a partagé un film quand on était assez jeune, hein, on avait peut-être 26 ans, 27 ans, je ne sais pas, et a tourné avec Antonioni, il maestro, qui avait eu un AVC et qui était quand même très diminué, donc dans un grand handicap. Mais son désir de regarder et de faire des films était absolument intact. C'est ainsi que Wim Wenders lui a proposé d'être son assistant, et que ce film avait déjà une histoire assez incroyable pour commencer. D'ailleurs, il y a peut-être Enrica Antonioni qui est dans la salle. Elle est là. Enrica, la voici. On peut la saluer. Je rappelle qu'elle sera ce soir dans le Capitole 2 pour présenter son propre film, et j'aurai l'occasion de dialoguer avec elle également. Oui, alors voilà, donc ça, c'est une grande joie, et demain, on se réjouit beaucoup de cette soirée, parce que j'avais évidemment eu envie d'écrire des choses, comment dire, des notes, un journal, puisque tu parlais d'écrire, voilà. Et parce que je me disais, c'est une expérience, il y avait une horde de journalistes qui étaient toujours là, il y avait une histoire humaine extraordinaire qui se passait sur le plateau, et puis une histoire filmique. Et donc notre histoire dure 20 minutes. Et il se trouve que Vincent me dit, mais moi aussi j'ai écrit moi aussi j'ai mes notes, j'ai aussi écrit un journal. Alors on s'est dit, peut-être que tous les deux, on pourrait dire 10 minutes chacun de nos notes, enfin de nos histoires, quoi, montrer le film qui fait 20 minutes, et puis avoir la grande joie de recevoir ensuite Enrica, qui va venir nous raconter sa version, sa version des faits, et toute son, voilà, et enfin, je pense que ça va être une soirée assez émouvante pour nous tous, de nous rassembler comme ça et d'entendre
des points de vue, voilà, qui sont chacun, évidemment, avec celui d'Enrica qui va être assez extraordinaire, puisque d'avoir partagé voilà, la vie avec Michelangelo, et puis d'avoir permis aussi à Michelangelo de tout d'un coup retrouver l'élan de faire ses films à un moment où, alors que son imaginaire et son désir de filmer étaient tellement vifs, voilà, il était très handicapé. Ben voilà, donc on va passer un peu à la suite, mais avant justement de passer de Genève à Lausanne, à savoir aux rencontres et à son président Vincent Pérez, un petit rappel en images, si tout fonctionne, de ta carrière. Irène Jacob. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur moi? He didn't cheat, he didn't lie, he didn't use me. I let him go. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez choisi? You have the look of a man who is in love with someone who is not here. Je t'ai appelé à l'instant, il n'y avait personne. Ce que je veux, c'est la paix. Je veux une vie paisible. What happened between us? Je t'aime. Je me souviens aussi d'un moment qui te ressemble bien. En fait, il y a quelque chose sur le tournage d'Antonioni. À un moment donné, c'est une balade. En fait, c'est un homme qui essaye de rentrer en contact avec cette jeune femme, et il l'accompagne comme ça. Et à un moment donné, il se trouve dans la nuit, il commence à pleuvoir, et puis il continue, il l'accompagne chez elle. Et donc, il y avait Antonioni qui était dans son fauteuil, et Enrica, qui n'était pas très loin non plus, puisqu'elle était toujours à ses côtés. D'ailleurs, on va montrer aussi la fin de son très très beau documentaire sur le tournage, lors de la lecture. Et on marchait, et à un moment donné, la pluie commence à tomber, et on se met à courir, et Irène tombe. Enfin, c'était c'est ce qu'il t'avait demandé de faire, de tomber. Et donc elle tombe. Et puis moi, je veux la prendre, l'aider à se relever. Et là, j'entends « Non, non, non !» C'était Antonioni. « Dio mio, non, non !» J'avais pas le droit de la toucher. Parce qu'il faut qu'elle reste pure. Comme une image... comme une icône, quelque chose de la pureté dans ce personnage-là. C'était un peu l'image peut-être symbolique de la Vierge Marie. Il y avait quelque chose de très religieux, je pense, dans ton personnage. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je te touche. Et c'est quelque chose, tu as ça en toi. Donc ce soir, cette pureté. Ce soir, nous poursuivons une tradition
qui nous tient à cœur. Chaque année, aux rencontres 7e art Lausanne, nous rendons hommage à une artiste suisse dont le regard a traversé les frontières. Après Jean-Luc Bidault, Barbet Schroeder, Marthe Keller, ça fait depuis le début du festival que j'attends ce moment pour te remettre le trophée, on peut presque l'appeler le trophée d'Anna, le trophée des rencontres. Yves Dana, qui est ici, qui est le sculpteur, un très grand sculpteur suisse qu'on peut applaudir et qui a fait ce magnifique trophée. Attends. On s'est connus, moi j'avais 11 ans et tu devais avoir 15 ans, je crois. Donc il y a aussi une longue histoire derrière ce trophée. Et donc, nous te le remettons à toi, à Irène Jacob. Il y a chez toi quelque chose d'insaisissable, une lumière intérieure, une douceur qui n'est jamais faiblesse, mais intensité. Dans la double vie de Véronique, sous le regard de Christophe Kieslowski, le cinéma semble suspendre son souffle dans 3 couleurs, rouge. Tu incarnes cette humanité fragile, vibrante, mystérieuse, reliée aux autres. Mais ce que l'on comprend en lisant ton livre, Big Bang, c'est que cette quête était déjà là. Enfant, tu grandis avec un père physicien, travaillant au CERN. Très tôt, tu t'interroges sur l'origine, sur l'invisible, sur ce qui relie les êtres. Comme si la question de l'existence précédait déjà le métier d'actrice. Le cinéma chez toi n'est pas seulement une interprétation, c'est une exploration, une manière de chercher à travers les visages et les silences. Ce mystère que les scientifiques traquent dans la matière. Irène Jacob ne joue pas. Elle écoute, elle cherche, elle relie. Et peut-être c'est ça que nous célébrons ce soir. Une actrice qui, depuis l'enfance, regarde le monde comme une énigme lumineuse. Chère Irène, tu as fait dialoguer l'infiniment grand et l'infiniment intime. Tu donnes au cinéma un visage de grâce et de profondeur. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que le festival, nous te remettons le trophée des rencontres que Yves Dana va te remettre. Merci Vincent. Est-ce que je dis quelque chose maintenant ou pas? On peut applaudir Yves Dana, magnifique. Merci. Merci. C'est magnifique. Merci. Oh là là. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très émue. Merci pour tes mots, Vincent. C'est pas facile de parler de quelqu'un et puis on se connaît bien. On s'est rencontrés, on avait 27 ans. Donc c'est quand même quelque chose et on a chacun fait un chemin. En tout cas, de te revoir et de refaire cette lecture demain, je m'en réjouis beaucoup. Et je trouve que ce festival est vraiment extraordinaire et que ta présence généreuse, accueillante, fait vraiment vibrer Lausanne de ces rencontres et même ce titre Hope, espoir, on en a besoin. Merci de ta lumière parce que tu es quelqu'un de très lumineux et de très généreux. Et je voudrais dire aussi une petite chose, puisque j'ai beaucoup parlé, je ne vais pas trop parler, mais tu as parlé de pureté et je me disais que ma maman, elle détestait qu'on trouve qu'elle a l'air douce et qu'elle a l'air pure et belle et tranquille. Et elle s'est beaucoup battue pour ça. Je crois qu'elle a eu un moment où elle a dit non, ça suffit, je ne suis pas cette personne douce. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Alors recevoir cet hommage aujourd'hui, évidemment, j'y pense. Et c'est vrai que c'est
il y a eu beaucoup de siècles où la femme n'a pas pu raconter son histoire de sa propre façon, par son propre regard, de son propre point de vue. Et aujourd'hui, elle s'accorde ce droit-là de plus en plus, et c'est important. C'est vrai que, bien sûr, parfois les hommes aiment bien idéaliser une femme et la mettre quelque part, mais elle dit non, non, je préfère sortir du piédestal, je suis pas si douce, c'est pas si pur, et attention, j'ai des choses à dire, et je vais les dire. Et c'est, je pense même à des publicités que j'entendais quand j'étais enfant à la RTS ou à la radio, où on entendait les gens qui disaient « Ouf, la journée de la femme, c'est terminé !» Comme si de lui accorder une petite fenêtre d'un jour, ça avait déjà été trop. Donc, voilà, on se dit qu'aujourd'hui, on sait que c'est un projet aussi d'une vie qu'on accompagne, que tu accompagnes aussi, Vincent, énormément, car tu es très féministe aussi. Et on pense évidemment aujourd'hui à des pays où les femmes ne peuvent même pas étudier, chanter ou s'approcher d'une fenêtre. Donc on se dit qu'on en est... Ici, on est sur les rives du lac Léman, on en est loin, mais on y pense. On sait que voilà qu'il ne faut pas lâcher, en tout cas, cette liberté de pouvoir faire des choses, de pouvoir jouer, de pouvoir chanter, même chez soi, tout simplement. On en a besoin. Et voilà, je ne veux pas faire trop long, mais en tout cas, j'ai grandi à Genève, ça me touche énormément de recevoir ce prix ici, sur ces rives. Avec ma famille, avec mes amis, avec vous. Et puis, vous savez, quand j'ai le trac au théâtre, je me dis toujours, pense qu'il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui va adorer ce spectacle. Peut-être une personne qui va vraiment se dire « Waouh, c'était génial !» Parce que parfois, les histoires, ça nous prend et ça nous attrape. Et parfois, on ne les choisit pas, c'est les histoires qui nous choisissent. Eh bien, merci, parce que vous êtes aussi une rencontre essentielle pour nous, le public, n'est-ce pas ? Merci d'être présent, d'être venu aujourd'hui malgré le beau soleil dehors qui était là. Ça me touche beaucoup. Et en tout cas, je me réjouis de passer ces 3 jours, ou plus même 4, parce qu'il y aura aussi une 4e journée avec Laurence Fishburne. Enfin, je me réjouis de passer ce temps avec vous à Lausanne, avec toi Vincent, Yves, avec toute l'équipe du 7e art, formidable. Et merci à Frédéric Maire de nous avoir comme ça fait discuter ensemble. Et merci à Riti d'être venu. Merci Vincent. Merci à vous tous. Bravo. Est-ce qu'on a fait la photo ? On a la photo ? On va faire la photo. Peut-être avec... Tiens. Merci beaucoup à tout le monde. Je voulais juste préciser une chose, c'est que je ne suis plus président, je ne suis pas directeur, je suis fondateur, tout simplement fondateur du festival. Je voulais le préciser. Je ne suis plus président, mais non, parce que c'est important aussi de passer le relais. Donc depuis maintenant 1 an, je crois, 2 ans. Donc je suis juste fondateur. Fondateur génial. Inspirateur. Ami. Merci. Bonne journée et bon festival. Merci.